Salut à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux qui donnent l'impression de vouloir raconter immédiatement une histoire épique. Et puis il y a ceux qui prennent une idée beaucoup plus simple en apparence, mais qui arrivent à créer malgré tout une vraie petite tension autour de la table, et ce dès les premiers tours. Et First Giant, honnêtement, fait partie de cette deuxième catégorie. Parce qu'ici, on ne part pas explorer des îles perdues au combat des créatures préhistoriques. À la place, on incarne des paléontologues qui essaient de constituer l'exposition la plus prestigieuse pour leur musée. Et tout le jeu tourne autour de cette idée finalement très simple: récupérer les meilleurs fossiles, les étudier, profiter de leurs capacités, puis décider du moment idéal pour les exposer. Et ce que j'ai trouvé très agréable dès les premières parties, c'est que derrière des règles très accessibles, le jeu crée rapidement une vraie dynamique de timing, ainsi que d'observation autour de la table. Parce qu'un fossile exposé vous apporte des points. Mais une fois qu'il quitte votre étude, vous perdez définitivement son effet. Du coup, pendant toute la partie, il y a cette sensation permanente de devoir choisir entre développer un petit peu plus son moteur ou commencer à sécuriser ses collections avant les autres. Et forcément, plus les joueurs commencent à construire leur musée, plus on surveille ce qui se passe autour de la table. On regarde quelle famille les autres essaient de récupérer, quelle taille ils essaient de compléter, quel jeton journal risque de changer de propriétaire. Et ça crée une interaction très naturelle sans rendre le jeu agressif. Et le rythme est également très intéressant, parce que les tours restent extrêmement rapides. À ce second tour, on place un pion pour récupérer un fossile, ou alors on récupère tous ces pions pour transformer sa préparation en points et en collection. Mais malgré cette simplicité apparente, on sent très vite que le timing de chaque décision est vraiment important. Et c'est probablement ce que j'aime le plus dans ce type de jeu. Cette capacité à rester fluide et accessible, tout en gardant cette petite montée en tension, discrète mais constante pendant toute la partie. First Giant est un jeu de Mathieu Doustan et Brett G. Gilbert. Il est illustré par Maud Chamel, ainsi que Jessica Cognard. Le jeu est édité par Space Cowboy, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, de parties d'environ 30 minutes. Et le jeu est conseillé à partir de 10 ans. Et honnêtement, je trouve que ces informations reflètent bien l'expérience. On est vraiment dans un jeu rapide à expliquer, fluide autour de la table, mais avec suffisamment de petites décisions et de surveillance des autres joueurs pour garder tout le monde impliqué tout au long de la partie. Alors maintenant qu'on a vu l'ambiance générale et ce que le jeu essaie de créer autour de la table, on va regarder exactement comment fonctionne cette course aux collections et aux fossiles. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. First Giant cache quand même pas mal de petits choix de timing et de gestion de collection qui vont rapidement devenir importants pendant la partie. Donc on va commencer tranquillement par la mise en place, puis on verra ensemble comment se déroule un tour de jeu, comment fonctionne l'étude, les expositions de fossiles, et surtout, toute la construction des collections qui constituent vraiment le cœur du jeu. On prendra aussi le temps de revenir sur les différents effets de cartes, les jetons journal, et les quelques points importants à bien comprendre pour éviter les erreurs pendant une première partie. Une fois tout ça terminé, je reviendrai également plus en détail sur mon ressenti complet concernant le rythme du jeu, les sensations autour de la table, la tension créée par les collections, et le type de public avec lequel je pense que First Giant fonctionne particulièrement bien. Dans First Giant, chaque joueur incarne un paléontologue cherchant à constituer la collection de fossiles la plus prestigieuse possible afin d'enrichir son musée. Tout au long de la partie, vous allez récupérer différents spécimens, les étudier pour profiter de leurs capacités particulières, puis décider du moment idéal pour les exposer. Et c'est justement là que se trouve tout l'équilibre du jeu. Tant qu'un fossile reste en cours d'étude, vous pouvez continuer à utiliser son effet et profiter des avantages qu'il apporte à votre stratégie. Mais dès que vous choisissez de l'exposer dans votre musée, son pouvoir disparaît définitivement, en échange de points de victoire. Il faut donc constamment choisir entre développer son moteur sur le long terme ou sécuriser rapidement des points avant que les meilleures opportunités ne disparaissent. Car attendre trop longtemps peut permettre aux autres joueurs de prendre l'avantage et de récupérer les récompenses les plus intéressantes avant vous. Pour la mise en place, commencez par mélanger l'ensemble des cartes, puis placez les faces visibles au centre de la table afin de former une pioche. Placez ensuite les 4 sites de fouille au centre de la table. Piochez 8 cartes, puis attribuez-en 2 aléatoirement à chaque site de fouille de face visible. À côté des sites de fouille, placez les jetons journaux, ainsi que les points de victoire et l'ombre afin de constituer une réserve commune. Chaque joueur choisit ensuite une couleur. Il récupère les 4 pions correspondants, un plateau musée, ainsi que 2 ombres. Les pions et les ombres sont placés directement dans les emplacements prévus sur le plateau musée. Vous retrouvez le symbole sur les plateaux des différents jetons. Ensuite, ajoutez le nombre de jetons collection correspondant au nombre de joueurs. Les jetons restants sont remis dans la boîte. Dans une partie à 2 joueurs, vous mettez 14 jetons collection, 20 jetons dans une partie à 3, 24 dans une partie à 4, et finalement également 24 dans une partie à 5. Enfin, la dernière personne ayant vu un dinosaure récupère le jeton premier paléontologue et commence la partie. Pensez également à garder l'annexe accessible pendant toute la partie. Parlons un petit peu des cartes avant d'aller plus loin. Chaque carte possède plusieurs informations. Tout d'abord sa taille, ici. Vous avez petit, moyen et grand. Chaque fossile
appartient également à une famille identifiable grâce à une couleur et une icône. Vous avez les volants, les herbivores, ici les carnivores, les marins et finalement les mammifères. Les cartes possèdent également un effet ainsi qu'un timing. Et les cartes sont bien entendu recto et verso. L'étude représente l'endroit où vous analysez et restaurez vos fossiles avant de les exposer dans votre musée. Comment se déroule donc un tour de jeu? En commençant par le premier paléontologue, les joueurs jouent chacun leur tour dans le sens horaire. À votre tour, vous devez obligatoirement effectuer l'une des deux actions suivantes. Jouer un pion ou récupérer ses pions. Pour effectuer l'action de jouer un pion, au moins un de vos pions doit encore se trouver sur votre plateau musée. Si vous n'avez plus aucun pion disponible, vous devez obligatoirement effectuer l'action récupérer ses pions. Vous allez prendre un de vos pions depuis votre plateau et vous le placez sur un site de fouille ne contenant pas déjà l'un de vos pions. Par exemple, je pourrais prendre celui-là et le placer ici. Ensuite, vous choisissez une des deux cartes présentes sur ce site de fouille, puis vous la placez dans votre exposition, au-dessus de votre plateau. Je pourrais donc choisir de prendre cette carte et je la place ici. Vous appliquez immédiatement l'effet de la carte récupérée ainsi que les éventuels effets récurrents concernés. Certaines cartes possèdent des effets récurrents. Ces effets se déclenchent chaque fois que leur condition est remplie, y compris au moment où vous récupérez la carte concernée. La plupart des cartes possèdent cependant un effet usage unique, qui ne s'applique qu'une seule fois, pendant le tour où la carte est prise. Si plusieurs effets de cartes de votre étude devaient se déclencher au même moment, résolvez-les dans l'ordre de votre choix. Si des effets appartenant à plusieurs joueurs doivent se déclencher simultanément, ils sont résolus dans l'ordre du tour, en commençant par la personne active, puis en continuant dans le sens horaire. Enfin, remplissez immédiatement l'emplacement vide du site de fouille avec la carte du dessus de la pioche. Je ferai comme ceci. Pour la liste complète des effets, vous avez l'annexe. Pour l'action de récupérer ces pions, pour l'effectuer, au moins un de vos pions doit se trouver sur un site de fouille. Si aucun de vos pions ne se trouve sur un site de fouille, vous devez obligatoirement effectuer l'action jouer un pion. Prenez tous vos pions présents sur les sites de fouille et replacez-les sur votre plateau. Pour chaque pion récupéré, choisissez immédiatement l'un des deux effets suivants. Recevoir une ombre ou exposer un fossile. Vous pouvez choisir un effet différent pour chaque pion récupéré et les résoudre dans l'ordre de votre choix. Par exemple, si je décide de récupérer mes pions, qui sont comme ceci, j'en récupérerai 3. Je pourrais donc décider de recevoir 2 ombres, puis d'exposer un fossile. Exposer un fossile est le principal moyen de gagner des points pendant la partie. Pour exposer un fossile, vous devez dépenser un nombre d'ombres égal à sa taille. Une ombre pour un petit, 2 ombres pour un moyen, 3 ombres pour un grand. Si vous ne pouvez pas payer ce coût, vous ne pouvez pas exposer le fossile. Une fois le coût payé, prenez la carte depuis votre étude, puis placez-la face cachée sous votre plateau musée. Le fossile perd définitivement tous ses effets. Lui, je le prendrai et je le mettrai comme ceci par exemple. Et je dois payer 2 ombres. Lorsque vous exposez un fossile, vous avez 2 possibilités. Commencer une nouvelle collection ou agrandir une collection déjà existante. Pour créer une nouvelle collection, placez simplement la carte dans une nouvelle ligne sous votre plateau. Créer une collection ne rapporte immédiatement aucun point. Pour commencer à marquer, il faudra ensuite l'agrandir. Une fois qu'un fossile a été placé dans une collection, il y reste définitivement. Il ne pourra jamais être déplacé vers une autre collection plus tard dans la partie. Lorsque vous ajoutez une carte à une collection existante, vous définissez le type de cette collection. Il existe 2 types de collections. La collection famille. Une collection famille doit contenir des cartes de la même famille, mais de tailles différentes. Les collections taille, elles, doivent contenir des cartes de même taille, mais de familles différentes. Il est important de noter que c'est la deuxième carte ajoutée à une collection qui va déterminer définitivement son type. Une fois ce type défini, il ne peut plus changer. Par exemple, ici, j'ai une collection famille complète, même famille et taille différente. Quant à là, par exemple, j'ai une famille de taille qui est complète. Même taille, famille différente. Et lorsque je décide de commencer une collection, c'est-à-dire, j'avais déjà posé celui-là, au moment où je pose cette carte, cela devient une collection taille. Et je ne peux plus le changer. Chaque fois que vous agrandissez une collection, prenez immédiatement un jeton collection dans la réserve. Placez-le de manière à chevaucher la carte précédente et la nouvelle carte. Parlons maintenant de comment marquer les points. À chaque fois que vous agrandissez une collection, prenez un jeton collection de la réserve et placez-le sur ce côté-là, de façon à le superposer à cheval sur la carte précédente et la nouvelle carte. De plus, si vous êtes le premier à agrandir une collection d'une certaine taille ou d'une certaine famille,
prenez immédiatement le jeton journal correspondant. Si une autre personne parvient à obtenir une collection de même sorte contenant strictement plus de cartes, cette personne vole le jeton journal correspondant. Par exemple, ce jeton-là est le jeton journal de taille moyen. Ici, c'est le jeton journal des mammifères. Quand vous complétez une collection, vous retournez tous les jetons collection de cette collection sur ce côté-là. La fin de partie se déclenche dans l'un des deux cas suivants. Lorsqu'un joueur prend le dernier jeton collection de la réserve, ou lorsque la pioche est vide après avoir rempli un site de fouille. À ce moment-là, prenez tous les jetons collection restants dans la boîte et ajoutez-les à la réserve. La partie continue ensuite jusqu'à ce que tous les joueurs effectuent le même nombre de tours. Une fois cela fait, procédez au décompte final. Les jetons journal rapportent 3 ou 5 points, en fonction de la valeur indiquée dessus. Chaque jeton collection rapporte 3 points si la collection est complète, 2 points si la collection est incomplète. Ajoutez ensuite tous les autres points gagnés pendant la partie. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, les joueurs concernés se partagent la victoire. Les cartes du jeu possèdent différents effets qui vont modifier votre manière de jouer, vous faire gagner des ressources ou encore accélérer le développement de vos collections. Toutes les ombres et les points de victoire gagnés pendant la partie proviennent toujours de la réserve commune. À l'inverse, lorsqu'un joueur dépense de l'ombre, celle-ci retourne immédiatement dans la réserve. Voyons quelques icônes et effets de cartes. Je ne vais pas tout vous expliquer car c'est dans l'annexe, mais je vais vous expliquer quelques effets principaux. Par exemple, cet effet-là, à chaque fois que n'importe quelle personne prend une carte comme ceci. Une seule fois durant ce tour, à chaque fois que vous prenez une carte carnivore, car c'est le symbole carnivore, pour chaque carte carnivore dans votre étude, à chaque fois que vous prenez une carte famille que vous n'avez pas déjà dans votre étude, pour chaque famille différente dans votre étude, chaque adversaire applique cet effet, pour chaque paire de cartes dans votre étude, la taille et la famille n'ont pas d'importance. Gagnez un point de victoire, recevez une ombre, vous pouvez exposer un fossile. Ici, vous pouvez exposer un fossile sans payer son coût, vous pouvez exposer jusqu'à 2 fossiles de familles différentes, vous pouvez exposer jusqu'à 2 fossiles de même famille, vous pouvez dépenser 3 ombres pour gagner 2 points de victoire, vous pouvez exposer un fossile ou gagner un point de victoire. Ici, ce sont les œufs. Un œuf est une carte joker. Il a une famille, mais est considéré comme une carte de n'importe quelle taille dans sa collection. Pour exposer un œuf, vous devez dépenser 2 ombres. Maintenant, avant de passer à la vie et de revenir un petit peu plus en détail sur les ascensions que le jeu propose réellement autour de la table, si ce genre de vidéo complète autour des règles et des jeux de société vous plaît, vous pouvez évidemment soutenir la chaîne avec un abonnement, un petit like ou même simplement en partageant votre propre ressenti sur le jeu en commentaire. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre. En description de la vidéo, vous aurez les accessoires que j'ai utilisés pour cette vidéo, que ce soit la table ou les bols à jetons. Et vous trouverez également un lien affilié qui vous permet de soutenir la chaîne si la vidéo vous plaît. Et maintenant qu'on a vu comment fonctionne First Giant, on va pouvoir parler de ce qu'il donne réellement une fois la partie lancée. Allez, on retourne s'asseoir. Ce que j'ai vraiment aimé avec First Giant, c'est la manière dont le jeu arrive à proposer une expérience extrêmement fluide et accessible, tout en gardant une vraie sensation de construction et de progression tout au long de la partie. Dès les premiers tours, on comprend très vite ce qu'on essaie de faire. Récupérer des fossiles, profiter de leurs effets, développer son étude, puis trouver le bon moment pour les exposer dans son musée, afin de transformer tout ça en points de victoire. Mais plus la partie avance et plus on réalise que tout l'intérêt du jeu repose finalement sur la gestion du tempo et le timing. Et honnêtement, c'est ce qui donne énormément de personnalité à l'ensemble. Parce qu'un fossile dans votre étude n'est pas juste une carte stockée en attendant d'être jouée. Tant qu'il reste dans votre zone d'étude, il contribue à participer à votre moteur de jeu. Certains effets se déclenchent quand on récupère des cartes particulières. D'autres récompensent certaines familles ou certaines combinaisons. Et petit à petit, on commence à vraiment construire une dynamique autour de sa propre collection de fossiles. Du coup, exposer une carte devient toujours une vraie décision. Oui, cela permet de marquer des points et de faire avancer la collection. Mais en échange, on perd définitivement les effets du fossile concerné. Et cette mécanique fonctionne très bien, parce qu'elle crée une tension très naturelle, sans rendre le jeu lourd ou punitif. Il y a constamment cette petite réflexion autour de la table. Est-ce qu'on continue à optimiser son étude encore quelques tours pour optimiser, ou est-ce qu'on sécurise tout de suite ses points, avant qu'un autre joueur ne prenne l'avantage sur certaines collections, ou sur certains jetons journal. Et ce que j'ai trouvé particulièrement réussi, c'est que cette tension reste présente alors que les tours sont extrêmement rapides et fluides. À son tour, on fait une seule grande action. Soit poser un pion pour récupérer une carte, soit récupérer ses pions pour récupérer de l'ombre et exposer un fossile. Pourtant, malgré cette structure très épurée, on observe énormément les autres joueurs. On surveille les familles qui commencent à accumuler, quelle taille ils privilégient, combien de cartes ils gardent encore dans leur étude. Parce qu'on sait qu'un joueur peut soudainement transformer plusieurs tours de préparation en une énorme phase d'exposition qui va changer le score, ou bien la possession de jetons journal.
Et justement, ces jetons journal apportent une interaction vraiment très agréable. Le fait qu'ils puissent changer de propriétaire, tant qu'une collection n'est pas complète, crée une vraie dynamique autour de la table. On sent constamment ces petites courses pour essayer de construire des collections plus impressionnantes que les autres. Ce n'est jamais une interaction agressive ou punitive. Il y a toujours la présence des autres joueurs dans vos décisions. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont les collections sont construites. Les règles sont très simples, mais elles créent vraiment des choix intéressants. Le fait que la deuxième carte définisse ce type de collection oblige à réfléchir assez tôt à la direction qu'on veut prendre. Et ensuite, le contrainte lié aux tailles ou aux familles rend chaque ajout important sans jamais compliquer le jeu. C'est typiquement le genre de système qui paraît très intuitif après quelques minutes, mais qui continue à créer des décisions importantes tout au long de la partie. Le rythme général fonctionne aussi très bien. Les tours sont rapides, les temps d'attente restent faibles, et la partie avance donc constamment. Mais malgré cette fluidité, on garde toujours cette impression de construire quelque chose progressivement. On voit vraiment son musée se développer au fil de la partie. Ses collections prennent forme, ses synergies deviennent plus fortes, et cela donne une sensation très satisfaisante de progression. J'ai aussi trouvé que le thème fonctionnait très bien avec les mécaniques. Le fait d'étudier des fossiles avant de les exposer donne du sens à toute la structure du jeu. On ressent vraiment cette idée de recherche, de restauration et de préparation avant la mise en valeur dans le musée. Même les systèmes de famille, de taille et de collection renforcent cette impression de construire une collection cohérente. Et surtout, le jeu réussit à transmettre cela sans avoir besoin de règles complexes ou de surcharge mécanique. Tout reste très lisible et naturel autour de la table. Côté accessibilité, je pense que c'est une grande force du jeu. Third Giant est très facile à découvrir. Les actions sont claires, les tours sont simples à comprendre, et les joueurs comprennent rapidement ce qu'ils essaient d'accomplir. Mais derrière cette accessibilité, le jeu garde suffisamment de petites optimisations et de décisions de timing pour rester intéressant même après plusieurs parties. Je pense d'ailleurs que c'est un jeu qui peut fonctionner avec beaucoup de profils différents. Pour des joueurs occasionnels ou des familles habituées aux jeux de société modernes, il offre quelque chose de très fluide, lisible et agréable à prendre en main. Les règles sont faciles à expliquer et à comprendre. Et la structure générale d'une partie permet rapidement de rentrer dedans sans se noyer sous les informations. Mais je pense aussi qu'aux joueurs un petit peu plus habitués aux jeux de gestion ou de collection qui vont apprécier toute la partie optimisation et gestion du tempo. Le choix du moment où exposer ses fossiles, la manière de construire ses collections, la surveillance des jetons journal ou encore la gestion des effets récurrents apportent suffisamment de réflexion pour maintenir l'intérêt tout au long de la partie. Et honnêtement, je trouve que le jeu peut fonctionner particulièrement dans des groupes où les joueurs aiment les expériences accessibles, mais avec une vraie présence stratégique légère autour de la table. On est dans un jeu qui crée facilement des discussions, des réactions et des petits moments de tension, sans jamais casser son rythme naturel. La rejouabilité me paraît également très solide grâce aux différentes cartes, aux effets disponibles et aux directions que peuvent prendre les collections d'une partie à l'autre. Même si l'objectif reste toujours de construire le meilleur musée possible, les choix faits ne se ressemblent pas forcément d'une partie à l'autre. Que ce soit selon les cartes récupérées, les opportunités, ou la manière dont les autres joueurs vont développer leur collection. Et au final, c'est probablement ce que je retiens le plus de Third Giants. Cette capacité à rester élégant, fluide, tout en donnant constamment l'impression de prendre des décisions importantes. Le jeu ne cherche pas à être compliqué pour être intéressant. Au contraire, il semble construire toute son identité autour d'un système simple mais très bien rythmé, où chaque choix de timing, où chaque exposition et chaque nouvelle collection peut avoir un impact sur la suite de la partie. Et honnêtement, c'est exactement le type de jeu que je trouve très agréable à sortir régulièrement autour d'une table, parce qu'il réussit à créer une expérience accessible, dynamique et impliquante sans jamais perdre sa fluidité naturelle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis bonne partie et bon jeu!